Lorsque l'on parle avec quelqu'un, on pense obligatoirement que lorsque la personne nous parle, elle attend que l'on lui réponde. Et donc, on doit apporter quelque chose à la discussion. Partant de ce constat-là, on va avoir différents comportements qui vont venir à l'encontre en fait de l'écoute. En fait, on cherche à tout prix à créer un lien entre nous et la personne. Alors de base, c'est bien puisque c'est réellement la proximité entre les deux. Mais de l'autre côté, c'est gênant parce qu'en fait, quand on fait ça, on n'écoute pas. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et je reçois ce matin, une fois n'est pas coutume, le Will Smith de Dunkerque. Bonjour Emmanuel Schilla. Bonjour Philippe. Alors en quoi êtes-vous le Will Smith de Dunkerque ? Oh, c'est un grand mot, c'est un ami qui m'a dit ça. Je pense que c'est juste parce que c'est Dunkerque et qu'on n'a pas beaucoup de stars et que je dois avoir une couleur ressemblant à celle de Will Smith. D'accord. Peut-être que je danse un peu comme lui sur certains mouvements. Ah, c'est pour ça, d'accord, ouais. Ouais. C'est un bon ami ou c'est quelqu'un qui vous veut du mal ? Je sais, quand il m'a dit ça, je sais pas s'il était sincère ou si c'était pour se moquer, mais dans les deux cas, je l'ai pris comme un compliment. Très bien. Alors vous êtes consultant en stratégie digitale et vous êtes coach en prise de parole, coach TEDx également, conférencier, et vous êtes également Mister Camping 1993. Donc ça, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Je suis obligé de l'avouer à ce micro, c'est la vérité. Mais enfin, j'avais vraiment travaillé pour faire ça. Hein. Mister Camping 93, C'était le début de votre carrière dans le mannequinat. Je sais pas si on peut dire ça, mais je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais bien la scène. Oui. D'accord. Et que pour le mannequinat, il faudrait attendre un petit peu. Ouais, je pense que je vais attendre toute ma vie. Alors, vous publiez « Et si j'écoutais avant de parler » aux éditions Erol. C'est un vrai sujet, et ça, c'est un vrai sujet qui me passionne. Et peut-être que ceux qui nous écoutent vont ils vont se remémorer des scènes qu'ils vivent tous les jours. Vous commencez à parler à quelqu'un, et là, bim, la personne vous dit « Ah ben oui, mais moi aussi, tu vois, j'ai eu le Covid, mais alors tu vois, c'était un Covid plus. » Voilà, donc, et c'est souvent comme ça. Beaucoup de gens ne vous écoutent pas. Oui, je pense que c'est une des caractéristiques de l'être humain, encore plus aujourd'hui. Lorsque l'on parle avec quelqu'un, on pense obligatoirement que lorsque la personne nous parle, elle attend que l'on lui réponde. Et donc, on doit apporter quelque chose à la discussion. Partant de ce constat-là, on va avoir différents comportements qui vont venir à l'encontre en fait de l'écoute. C'est-à-dire que soit on va faire « Ah bah moi aussi, le Covid, je l'ai connu », soit on va penser à quelque chose qui nous est arrivé, soit encore on va pas écouter parce que le mot qui aurait été dit par la personne va nous faire penser au repas qu'on va manger ce midi ou tout simplement au fait qu'on doit aller faire notre 3e dose. Et donc de ce fait-là, en fait, on n'écoute que partiellement ou pour pouvoir placer sa personne. Mais c'est-à-dire qu'en fait, finalement, quelqu'un commence la journée avec vous, vous parle de quelque chose qui lui est arrivé. Donc le réflexe, c'est de ramener à la même chose qui nous est aussi arrivé, en fait. Mais c'est un des biais qu'on a tous. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à tout prix à créer un lien entre nous et la personne. Alors de base, c'est bien, puisque c'est réellement la proximité entre les deux. Mais de l'autre côté, c'est gênant, parce qu'en fait, quand on fait ça, on n'écoute pas. En fait, on cherche juste à dire moi aussi, moi aussi, ou trouver quelque chose qui nous intéresse. Et là, on se rend compte en fait qu'on revient sur un travers de l'être humain, c'est ce côté très égocentrique, où en fait, même lorsque quelqu'un nous parle, obligatoirement, on cherche à avoir quelque chose pour nous, soit un intérêt, soit tout simplement le fait de pouvoir mettre en avant sa science, son expertise, ou tout simplement partager ses conseils parce qu'on est sauveur. Ça marche en couple. Hein. Ah. Non, ça marche en couple parce que alors il peut y arriver que un des reproches qu'on vous fasse, c'est de toute façon, tu ne m'écoutes plus. Ou tu ne m'écoutes jamais. C'est ça. Ben, les deux sont ensemble. Alors parfois c'est vrai, hein, il faut se le dire, mais la plupart du temps, c'est souvent qu'on va écouter ce qu'on a envie dans la conversation. Ou sinon, on est trop intelligent. Et ça, c'est encore une fois un de nos gros problèmes, c'est que dès qu'on entend 3 mots, on est capable de savoir exactement ce que la personne voulait dire. C'est comme si on avait des pouvoirs, en fait. On termine sa phrase. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Pour nous, je vois exactement ce que tu veux dire. Bah non, en fait. En gros, il y a peu de chances que si je suis en train de dire quelque chose, tu puisses imaginer l'ensemble du process, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de petites pépites que peut-être j'aurais pas entendues. Alors, pour s'entendre sur les mots, vous, quelle différence faites-vous, Emmanuel Schilla, entre écouter et entendre ? C'est quoi la différence ? Alors, écouter, pour moi, c'est avoir une écoute active, en pleine conscience et concentrée sur la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que entendre, c'est entendre ce qu'on a envie. La différence est fine, mais elle est vraiment importante dans une conversation. Quand on entend, on va s'arrêter soit sur ce qui nous intéresse, soit tout simplement s'arrêter sur les mots qui nous parlent, soit essayer de voir ce qui va avoir un intérêt par rapport à nous pour notre curiosité, en fait. Donc là, vous faites une distinction entre l'écoute sélective. Ouais. C'est sélectif, là, ce que finalement. Complètement. Et dans l'écoute que moi je vois, c'est cet exercice qu'on fait peu
et qui pourtant devrait être, qui est comparatif à un entraînement, qui est je dois être pleinement avec la personne lorsqu'elle me parle, donc je dois non pas écouter ce qui m'intéresse, mais avoir une sorte de curiosité. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Curiosité, oui, j'ai décidé d'inventer des mots, voilà, c'est ça, on m'a dit que c'était bien. Et en fait, c'est ce principe de curiosité saine, comme à un enfant, qui va tout simplement non pas voir ce qui l'intéresse, mais essayer vraiment de prendre l'ensemble du plan et de se poser non pas des questions par rapport à lui, mais par rapport à ce que la personne dit en fait. Qu'est-ce que vous appelez l'écoute active ? Parce que ça veut dire que s'il y a une écoute active, il y aurait une écoute passive. Oui, l'écoute active, c'est celle en fait qui va lier plusieurs choses. Un, cette écoute où on ne va pas s'arrêter à ce qui nous intéresse. Deux, cette écoute où on va essayer de reformuler à chaque fois pour voir si tout au long de la conversation, on comprend bien en fait ce que la personne nous raconte, parce que c'est souvent ça qui arrive. En fait, on fait une interprétation, mais là on va reformuler pour pouvoir aider. Troisième point, ça va être aussi tout simplement la synchronicité qu'on pourra avoir en termes d'interaction avec la personne, en termes d'écoute active, c'est-à-dire être avec elle, c'est tout bête, mais vraiment le regard, le sourire, les mouvements, le lieu où on va le faire. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, même si on a un don pour faire plusieurs choses à la fois, quand quelqu'un nous parle et qu'on est sur notre téléphone, qu'il y a la télé qui est allumée et qu'il y a du son autour et qu'on dit non mais je t'écoute, non c'est pas possible. Je connais qu'une personne qui fait ça, c'est ma mère, et elle a le don d'ubiquité, mais c'est normal, d'accord. Mais hormis ça, c'est pas possible pour nous. Et donc de ce fait-là, je pense que ces trois pans-là font déjà une première partie de l'écoute active. Et après, il y a une chose qui est super importante et qui est peut-être le levier, le premier, c'est la volonté. C'est la volonté de vouloir vraiment s'intéresser à l'autre et de l'écouter. Mais c'est ça la question. Si on n'écoute pas les gens, est-ce que ça veut dire qu'ils ne nous intéressent pas et qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'ils ont à nous dire ? Foncièrement, ça serait dur de dire ça, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas aux autres. Ça serait quand même compliqué. Je pense juste que de par la manière dont on vit aujourd'hui, le fait d'être souvent sursollicité par des notifications, par son téléphone, le fait de faire plusieurs choses à la fois, on essaye toujours, un peu comme dans les informations, de prendre ce qui est le plus important, retenir l'essentiel pour se dire « oui, c'est bon, j'ai compris le plus gros et le reste, on verra après ». Et en fait, c'est un problème que l'on a un peu sur tous les pans, donc aussi bien dans la consommation d'informations, que dans la consommation de nos plaisirs, que dans la consommation de l'écoute envers l'autre, en fait, de ce qu'il nous dit. Et je pense que c'est ça véritablement le problème, et le fait que les gens ont l'impression ou ne sont pas capables parfois d'écouter. Après, moi je le dis dans le livre, je suis le même que tout le monde là-dessus. C'est-à-dire que des fois j'ai envie d'écouter quelqu'un, mais mon esprit va décrocher. Et puis après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu là-dessus. Mais pourquoi votre esprit décroche ? Si vous êtes en face de quelqu'un, que vous l'écoutez, pourquoi il décroche ? Pourquoi vous partez ? Il y en a plein. Le premier, c'est l'affection que je vais avoir envers la personne. C'est-à-dire que si je l'écoute, je vais minimiser ce qu'elle me raconte, ou au contraire, je vais avoir de l'autorité. De l'autre côté, je vais avoir un jugement. C'est-à-dire qu'au moment où elle va parler, imaginons, je l'aime pas. Au moment où la personne va parler, je vais l'écouter, mais il y a une partie de moi qui fait ça ne servira à rien. Et pire encore, ma patience. Est-ce que je suis prêt à écouter la personne au moment où je le fais ? Est-ce qu'au moment où elle me parle, je dois partir 5 minutes après, aller à un dîner chez ma belle famille, et je suis dépêche-toi, allez là où tu veux. Vous introduisez une notion qui est très importante, c'est celle du jugement. Quand on écoute quelqu'un, on a aussi un avis sur ce qu'il est en train de dire, et c'est compliqué d'écouter quelqu'un sans le juger. Alors justement, comment est-ce qu'on peut se détacher du jugement ? Alors, c'est pas la chose la plus simple, parce qu'en fait, on ne fait que juger depuis qu'on est jeune, d'une manière ou d'une autre. C'est un jugement soit qui est implicite, soit un jugement par nos valeurs, soit un jugement par nos croyances, soit un jugement tout simplement par notre contexte familial ou culturel. Et donc, de ce fait-là, en fait, on va le faire même si on ne le veut pas. Le seul moyen, en fait, de ne pas juger, c'est d'essayer, encore une fois, et je reviens sur ce principe de curiosité, d'écouter la personne sur les faits et non pas sur la personne. C'est-à-dire que ce qu'elle a... Expliquez. Ouais. Et quand je parle de la personne et des faits, c'est-à-dire que quand on juge sur une sorte de globalité. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter sur ce qu'elle dit, je vais m'arrêter sur ce qu'elle dit, ce que je ressens et ce que je vois. Lorsque j'écoute quelqu'un, mon but est de m'arrêter simplement sur les propos. Mais pas pour savoir si ces propos sont en lien avec ce que je pense, ou s'ils confirment mes dires, mes croyances, mes jugements, mes valeurs, ma position, mais plutôt juste pour écouter. On dit souvent en fait que le principe d'une communication, c'est de s'enrichir de l'autre. Ça ne veut pas dire que pour s'enrichir, il faut obligatoirement que la personne ait raison ou qu'elle soit en accord avec nous-mêmes. C'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet, c'est pas le but. Oui. En soi, c'est méchant à dire, mais demain, si je rencontre quelqu'un que j'aime pas,
mais vraiment, ou qui me foncièrement, je suis contre lui, je dois être capable, en fait, d'entendre, d'écouter tout ce qu'il dit sur les mots, sur les faits. Et ce sur quoi je vais pouvoir juger, ça sera sur le contenu de la personne, mais pas sur je t'aime pas, ou je t'ai déjà vu là-dessus, ou je pense que sur ça, je suis pas du tout d'accord avec toi, ou en fait, ce que tu as déjà dit, j'y crois pas. Et donc, de ce fait-là, si j'arrive à faire ça, mais c'est hyper complexe, si j'arrive à faire ça et que je m'arrête vraiment sur le texte, là, dans ces cas-là, j'aurai une véritable conversation avec l'autre, parce que je me serai enrichi de ce qu'il a dit. Après, que je sois d'accord ou pas, ça, c'est autre chose. Il faut pouvoir penser ça. Oui. On n'est pas là pour être d'accord. Non. S'écouter, c'est pas être d'accord avec l'autre ou que l'autre soit d'accord avec ce qu'on pense. Ben, c'est exactement ça. On n'a pas pour but de se dire, de se conforter en fait. Si on écoute que des gens avec qui on se conforte, bah, c'est cool, mais ça s'appelle une communauté. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien, c'est superbe, mais c'est pas là où on s'enrichit. Dans le principe encore une fois, je reviens, le principe d'un échange en communication, c'est le fait de dire des choses, d'entendre ce que l'autre dit, et le plus important, c'est de ne pas interpréter, mais de bien clarifier ce que l'autre nous a dit. Ça veut dire concrètement, est-ce que j'ai bien reformulé ? Est-ce que j'ai essayé de poser des questions qui non pas vont conforter ce que je pense, mais plutôt qui vont m'amener à comprendre la situation, le cadre dans lequel l'autre me parle. Qu'on appelle l'empathie quasiment, presque. Enfin, un mot qu'on utilise de plus en plus, mais peut-être l'empathie. Ouais. Alors, on l'utilise encore une fois, hein, et c'est peut-être à mauvais escient. Ouais, c'est j'ai de l'empathie, ouais, je comprends l'autre. Oui, enfin. Je comprends, voilà. Ouais, je comprends, je ressens ce que l'autre vit. J'aime bien, mais l'écoute n'est pas qu'empathie. Elle est en partie empathie et elle est de l'autre côté très structurée. En soi, on a deux parties, on a deux manières d'écouter les gens. On peut soit être touché par des belles histoires, et là, c'est l'empathie qui va venir dessus en disant il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur, ça m'a touché ce qu'il m'a raconté. Et de l'autre côté, il y a du très cartésien. C'est-à-dire que quand une personne nous parle, elle va sûrement énoncer des idées. Et ce qui va être intéressant, c'est pas de s'arrêter sur ce qui nous a touché, encore une fois, mais plutôt sur le global. Alors ça paraît bizarre de parler d'écoute quand on est à la radio, parce que la radio, ça s'écoute et vous êtes en train de nous écouter. Mais écouter, c'est aussi dans la vie. Mon invité s'appelle Emmanuel Chila, il vient d'écrire « Et si j'écoutais avant de parler » aux éditions Erol. Et vous dites que beaucoup d'erreurs de communication manquent d'une absence d'écoute réelle. C'est un des plus grands constats en fait. Alors déjà à l'école, on ne nous apprend pas à communiquer. Enfin si, maintenant il y a des cours de prise de parole, mais c'est encore quelque chose d'assez... c'est très fashion, ça fait bien, c'est dans les écoles de commerce, mais à l'école on ne nous apprend pas ça. Et après, là-dedans, l'écoute en fait, c'est pas aujourd'hui ce qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut parler fort. Aujourd'hui, il faut être présent, il faut se montrer, il faut faire les choses, il faut qu'on entende notre voix. Sauf qu'on oublie que pour qu'on puisse nous entendre, il faut au moins avoir écouté les autres ou au moins avoir pris le temps de comprendre ce que les autres racontaient. Et en fait, dans une discussion, et on le voit, hein, je vais prendre l'exemple des débats politiques, on voit qu'il n'y a pas d'écoute. En fait, c'est à qui sortira la plus belle prose après. Alors aujourd'hui, maintenant, on dit punchline. Hein. Ouais, c'est ça. Punchline. Punchline, bim. On va prendre ça. C'est tous des Jimmy Punchline, si je reprends Orelsan. Et là-dessus, en fait, c'est gênant. Parce que c'est bien de parler. Mais si on parle alors qu'on n'entend pas, encore une fois, il y a une pauvreté en termes d'idées, en termes de savoir. C'est comme si, en fait, on était enfermé dans une cabine radio, mais où on était tout seul et où on parlait tout seul et on n'écoutait pas les réponses des autres. Et donc, obligatoirement, le débat ou le dialogue va être pauvre au bout d'un certain moment. Mais vous pouvez le constater dans certaines émissions. Vous voyez très bien que, par exemple, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle l'art du rebond. Donc, rebondir, c'est rebondir sur ce que l'autre a dit. Mais si vous êtes focalisé sur la prochaine phrase que vous allez dire, vous ne pouvez pas écouter ce que l'autre a dit. Non, mais c'est ça. En fait, quand on est concentré sur il faut à tout prix que je réussisse ma présentation et qu'on n'entend pas, en fait, qu'on n'écoute pas l'autre réellement, oui, on va placer sa punchline. Elle va être belle, hein, sauf que concrètement, il y avait peut-être une meilleure punchline à faire par rapport à ce que l'autre avait dit. Parce qu'il y avait un détail dans sa phrase qui était important. Il avait peut-être pris un autre axe que celui qu'on voulait. Alors certes, on sortira pas sa punchline, mais c'est pas grave. Elle sortira d'une autre manière, on la sortira à un autre moment. Mais pour les gens, déjà la personne qui est en face de vous, vous la respectez, parce qu'elle va se dire il a compris, il a vu où je voulais l'amener, et donc là on va commencer à enrichir. Et peut-être qu'on va avoir encore plus de débats, encore plus d'idées, et que ça sera aussi bien pour moi que pour la personne qui est en face de moi. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'apprenait pas à écouter à l'école, donc ce qui voudrait dire qu'écouter ça s'apprend, et comment ça s'apprend et qu'est-ce qu'on a à apprendre ? Mais c'est marrant, j'y ai pensé en fait, j'en ai parlé avec un ancien professeur il y a peu de temps, ma prof d'anglais.
Et là, en anglais, quand on apprend l'anglais, je sais pas si Philippe c'était la même chose pour toi, mais moi j'ai dû apprendre avec des cassettes où en fait je restais à écouter les paroles pour comprendre les mots et voir les intonations, et ce qui me permettait de me concentrer sur ce qui était dit. Alors on le fait en anglais parce que c'est une langue qu'on gère pas. Par contre, quand c'est en français, on se dit qu'on a compris. Et ben c'est la même chose. Je pense qu'on devrait s'entraîner à ne pas parler. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire quand j'écoute quelqu'un, mon but, je ne parle pas. Pendant qu'il parle. Ouais. C'est-à-dire c'est dur. On a fait l'exercice, j'ai fait ça avec des élèves, c'est hyper compliqué parce qu'on a envie à un moment d'interagir. Et puis on m'a dit, il y a quelque chose de nous qui a envie d'y aller. Et puis de l'autre côté, il y a un élève qui m'a dit, mais en fait, Manu, moi ça sert à rien. Si je parle pas dans la conversation, je vais pas l'écouter pendant 1 heure. Ah, pourquoi ? Parce que ça veut dire que ce qu'il dit, c'est moins intéressant que ce que tu pourrais dire. Et donc ça veut dire qu'il y a une phase, 1, d'écoute réelle, 2, une phase de concentration. Et là, elle est importante. C'est-à-dire, quand je écoute la personne, ça ne veut pas dire que je suis passif, comme on parlait tout à l'heure dans l'écoute. Écoute active. Donc. Ouais. Là, je suis vraiment dessus et je vais essayer de me concentrer. Je vais enlever les petits démons que j'ai dans ma tête. Tu sais, le jugement, le petit démon qui va m'amener autre part. Donc, je vais soit écrire sur le côté, soit essayer de reformuler pour m'amener en fait à me concentrer et à rester focus sur la structure de ce que la personne dit. Et après ça, après que la personne ait tout dit et qu'elle termine, à ce moment-là, soit je lui poserai des questions par rapport à ce que j'ai entendu pour bien reformuler ou pour en savoir un peu plus, ou soit je me permettrai de lui donner son avis s'il me l'a demandé. Oui, parce que on peut donner son avis sans qu'il le demande. Mais oui, c'est ça. Mais en soi, je prends un exemple. La relation amoureuse. Rupture. On n'est pas bien. À la fin, on parle avec quelqu'un, on dit « ouais, ça n'a pas été et tout ». Au moment où on parle de ça à la personne, on n'a pas besoin en fait qu'elle nous dise tu sais, t'inquiète pas, j'ai déjà vécu ça, ça va passer. Non, tout ce que j'ai besoin à ce moment-là, c'est écoute-moi, parce que quand je suis en train de parler, moi, ça me fait du bien. De deux, en parlant, je suis en train de réfléchir et donc ça m'amène à voir la situation différemment parce que j'ai moi-même les solutions. Et 3, à la fin, si tu parles pas, tu seras mon meilleur ami parce que tu m'auras aidé énormément. Vous vous entraînez chez vous. Donc ça, c'est comment on apprend à écouter. Donc c'est toutes les attitudes qu'il faut dérouler. Oui, alors il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a une, encore une fois, qui est pas dans la manière de faire, mais juste dans le ressenti et le paraître. Quand vous êtes avec quelqu'un, et je le répète, c'est important, le lieu, le regard et le fait d'être là, en fait. Se sentir écouté, c'est s'estimer reconnu. C'est-à-dire que si la personne, on le sait avec les enfants, on le voit avec les adultes, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui fait semblant de vous écouter, c'est-à-dire qu'il ne vous regarde pas, il n'est pas avec vous, il fait autre chose, ou tout simplement vous sentez qu'il n'est pas là. C'est-à-dire il vous parle, il vous regarde dans les yeux, mais vous voyez dans ses yeux en fait qu'il est en train de penser soit à un hamburger, soit à ce qu'il va faire cet après-midi. Et ben dans ces cas-là, en fait, c'est compliqué pour la personne. Il a décroché, il faut le rattraper en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans ces cas-là, après, on peut le faire avec humour. Hein. On a le droit. Hein. L'humour, ça sauve de tout, hein. Ouais. En tout cas. Quelqu'un, alors, on est en train d'écouter quelqu'un et la personne nous fait un reproche. Comment est-ce qu'on peut réagir à quelqu'un qui nous fait un reproche ? Alors, déjà, il faut essayer de... La première chose, c'est de bien savoir si c'est un reproche. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a perçu comme un reproche ? Est-ce qu'on l'a ressenti comme un reproche ? Sur quoi on s'appuie, en fait, pour pouvoir dire que c'est un reproche ? Là-dessus, en fait, normalement, un reproche est quelque chose que l'on peut appuyer par des faits. Donc, la première chose à faire, avant même de réagir, c'est de se dire, OK, ce qu'il a dit, est-ce que je vais le considérer ? Est-ce que c'est ma personne qui a été touchée, mon ego ? Est-ce que ce sur quoi il s'arrête, c'est réellement un fait ? Et donc, dans ces cas-là, j'ai envie d'en savoir plus. À partir du moment où cette étape est faite, là, on a plusieurs choix, en fait, selon la personne que l'on est. Soit on va, en fait, demander. C'est-à-dire à la personne, écoute, lorsque tu me dis ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Parce que je ne comprends pas en fait ce que tu veux dire là-dessus. Et donc là, soit la personne va dérouler et elle va confirmer ce qu'elle dit par des faits, des attitudes ou des informations, ou soit en fait elle va commencer à se perdre elle-même. Ah mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais je rigolais, je te critique pas, tu sais, c'est pas, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc là-dessus. Alors en général, les gens, là je vais découper. Ouais. Les gens, quand ils vous disent je rigolais, c'est pas ce que je voulais dire, en fait, c'est vraiment ce qu'ils pensaient et c'est vraiment ce qu'ils voulaient dire. Complètement, mais pour se dédouaner, en fait, c'est ce ils vont mettre derrière pour dire non, mais c'était un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, en fait. Quand on le dit, on le dit. Après, on peut mal le dire, mais on le dit, dans tous les cas. Donc, ça veut dire qu'il y avait une part de vrai dans ce qui a été fait. Et donc, dans cette partie-là, on arrivera sur une autre méthode qui est s'arrêter sur des faits, en fait, ce qu'on peut voir dans la communication non violente un petit peu, s'arrêter sur des faits, c'est-à-dire, écoute, dans ce que tu m'as dit là, ça fait plusieurs fois, je prends un exemple, que tu me fais ce type de remarques, en précisant des faits, pas des ressentis, c'est des faits. Tu me l'as dit ça ce matin, sur ce propos-là, qui traitait de ça. Ensuite, je vais annoncer un ressenti. Par rapport à ça, je me sens mal à l'aise. Et j'ai dit je, pas tu. Je me sens mal à l'aise, je me sens frustré parce que ce que tu es en train de me dire là, actuellement, ça me touche et ça me gêne dans notre relation.
Et ensuite, la solution. Concrètement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour que toi, tu sois bien dans tes propos et que moi, je puisse me sentir à l'aise? Alors, quand je dis ça, c'est le meilleur des mondes. Parce que malheureusement... Oui, ça a l'air très calibré, ça s'enchaîne, c'est très bien. Dans la vraie vie, Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. Parce ça que prend du temps peut-être à appliquer. Ouais, bah c'est ça l'entraînement que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on a un tsunami d'émotions qui arrive et on passe souvent d'effets et de ressentis en mélangeant les deux, en disant « ouais, tu m'énerves et tu me saoules ». Et on va contre-attaquer. Non, la contre-attaque, en fait, ne va amener qu'une sorte d'escalade un peu. Hein. Encore une fois, je pense au débat. Une escalade de à qui ira le plus loin dans la remarque et qui fera le plus de bruit. Or, c'est pas ça. Il faut à tout prix essayer d'être le plus neutre possible, le plus calme possible, pour que la personne qui soit en face, celle qui m'a fait une critique en rigolant, elle puisse comprendre, en fait, qu'il y a réellement un problème. Et si jamais ça va pas, dans ces cas-là, on doit aussi accepter parfois de quitter en fait la conversation ou de tout simplement ne plus rester avec ces personnes. Ça veut dire quoi, quitter la conversation? C'est tout simplement. C'est comme si on raccrochait, c'est comme si on raccrochait à quelqu'un qui est avec nous en ligne au téléphone. Ouais, c'est le même principe, sauf qu'on va pas le faire directement. On va être poli et aimable, même si la personne en face de nous ne l'est pas. Mais en fait, on va abréger la conversation et puis on va sortir d'une manière ou d'une autre et puis on évitera en fait les échanges avec ces personnes-là où on fera tout pour limiter, pour éviter de se sentir mal dans une relation où en fait l'autre nous apporte rien et qu'il ne comprend pas. Alors vous êtes un homme de concept, on l'a vu tout à l'heure, vous inventez des mots. Un autre mot que vous inventez dans votre livre, c'est la bienveillance. Shkoun, la bienveillance. Là-dessus, oui, je sais, j'ai inventé le mot, mais j'explique pourquoi. Parce que je vois dans de nombreuses entreprises, vous savez, c'est les mots qui sont à la mode. La bienveillance. Authenticité. Bienveillance, soyez bienveillant avec les autres. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, je t'entends, oui, je dois faire attention à toi, oui, je prends soin de ce que tu me dis. Sauf que si on fait ça en apparence, mais que derrière, on n'écoute pas réellement, et qu'en soi, c'est juste des concepts, eh ben, ça sert strictement à rien. La bienveillance, c'est le fait réellement, en fait, de vouloir prendre soin de l'autre, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand je suis bienveillant, oui, peut-être que parfois je vais faire des erreurs dans la manière de dire les choses, mais je vais toujours essayer d'expliquer ce que je fais. Je vais essayer de dire ce qui ne va pas. Je vais essayer de prendre en compte en fait l'autre et de lui expliquer que si jamais dans ce que j'ai dit ça a été mal dit ou s'il l'a mal compris, je suis prêt à prendre en compte ce qu'il va raconter parce que peut-être que j'ai essayé de mettre en place un concept que je maîtrise pas tant que ça en fait. C'est tout simplement prendre soin de l'autre. Pas juste pour faire bien, mais réellement parce qu'on a un souci de l'autre. Ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Yes. Dans les nouveaux concepts. La bienveillance, ça s'apprend ou c'est inné? C'est une bonne question. Je pense qu'on pourra en parler longtemps. J'ai envie de dire qu'il y a une partie des personnes qui l'ont naturellement, en fait. De par, encore une fois, contexte familial, personnalité qui font que c'est plus fort qu'eux. On le ressent directement, c'est cette personne qui va être hyper attentive, hyper attentionnée, qui va être en empathie, mais une véritable empathie, pas celle où ils sont en train de pleurer et faire semblant. Non, une vraie, celle où on sent que l'autre compte pour elle. Et ensuite, je pense que ça s'apprend, ou du moins ça se travaille. Rien que dans l'écoute, le fait de pas se concentrer sur soi, pas oublier son ego et penser à qu'est-ce qui est bien pour moi, mais plutôt qu'est-ce qui est bien pour l'autre. Comment je peux aider l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour lui au moment où il me parle, où je l'écoute? Et pas qu'est-ce qui va être intéressant pour que je puisse rebondir dedans, lui montrer ma science, essayer d'être sympa et blablabla. Mais on en revient à ça, mais c'est aussi peut-être ce qu'il faut retenir de l'émission. Vous dites le savoir n'a pas d'oreille. Quelle est la malédiction du sachant? Monsieur ou madame, je sais tout. La grande malédiction du savoir, c'est tout simplement qu'au plus on sait, au plus on se ferme. Puisque comme on a un niveau de connaissance qui est plus important que celui des autres, en fait, on se dit que lorsque l'on parle avec les autres, le niveau d'information qu'ils ont est inférieur, et donc de ce fait-là, directement, ils ne sont pas capables de comprendre. Il y a un côté un peu pédant dedans. En plus de ça, le gros problème, c'est que quand on avance dans un savoir, obligatoirement, on sait plein de choses que les autres ne savent pas. Et pour nous, tout paraît normal, tout paraît logique. Tout est simple à faire, c'est-à-dire que pour aller de A à B, nous on connaît la route. Sauf qu'on a oublié que les gens, eux, ils sont à A et qu'ils doivent aller à B, mais qu'il faut comprendre qu'il y a A1, A2, A3, A4 et que ça nous amène à B. C'est comme si en fait Thomas Pesquet nous expliquait en fait l'astronomie avec des termes techniques. Sauf que quand il le fait, lui, il a bien compris, il le fait simplement. Simplicité. Exactement. Ouais, mais Pesquet, il a tout compris en termes de communication. S'il y a un bon communicant, c'est lui. C'est clairement lui, parce qu'en fait, il a réussi à faire et pour moi, il a 3 axes qui sont réellement importants quand il communique. 1, il a une bonne bouille. C'est tout bête, mais déjà,
On va pas se mentir, ça fait du bien. En fait, on le voit, on se dit ça pourrait être notre copain. La deuxième chose, c'est qu'il est très humain et très dans la proximité. C'est-à-dire que dans la manière dont il parle, la manière dont il fait ses interviews, il y a toujours ces petits mots, ces petites attentions, ces images, ces choses qui font que on a l'impression que ça pourrait être notre ami. Et la dernière, c'est qu'en soi, à aucun moment, j'ai senti qu'être astronaute, c'était compliqué quand je l'écoute. C'est-à-dire que moi, demain, je me dis, il y a moyen que j'aille dans l'espace. Franchement, c'est possible parce que quand je vois ce qu'il me dit, je pense que je peux le faire. Et ça, pour moi, là, c'est réellement le Graal. C'est la personne, en fait, qui réussit à dire des choses complexes tout en étant simple. La magie, en fait, de la communication. Simplexité. Mais et d'un autre côté, on voit pas le travail. Mais c'est aussi ça le truc, c'est qu'on ne sent pas le monstre que c'est, le monstre d'intelligence et le monstre de boulot que c'est. Mais les plus grandes stars, je pense, les plus grands animateurs, les plus grands journalistes, les plus grands danseurs, je vais prendre ça, les plus grands danseurs, quand on les voit faire, on a l'impression que c'est simple. On a l'impression que c'est quelque chose qui leur demande pas d'énergie. Mais ce qu'ils veulent montrer, c'est pas les heures de travail qu'il y a eu d'entraînement, c'est le résultat. Et en soi, c'est là où il y a une différence aujourd'hui, et je reviens sur un point dont on parlait tout à l'heure, c'est que ces gens-là montrent quelque chose qu'ils ont travaillé pendant longtemps, et c'est ça qui est beau, parce que ça paraît simple. C'est une seconde nature, en fait. Voilà, ça vient chercher ça. De l'autre côté, on va avoir des gens qui vont vouloir montrer des choses sur lesquelles ils n'ont pas travaillé, mais où ils ont compris les principaux codes, et qui va donner un côté un peu fake. Et c'est le plus grand danger aujourd'hui qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas de l'écoute, la communication de manière globale, ça demande toujours du travail. S'il n'y a pas de travail qui est fait, obligatoirement, on ne peut pas avoir de résultats. À moins qu'on ait des dispositions depuis qu'on soit jeune et qu'on réussisse facilement à le faire. Mais j'ai rarement vu ça de manière générale. Si on prend, je peux me permettre un exemple, Emmanuel ? Si on prend Oprah Winfrey, qui pour moi est la plus grande animatrice de tous les temps, elle peut interviewer n'importe qui et elle est légitime. Et ça a l'air tellement simple, elle est là avec un président. Mais pourquoi ? Mais tellement. Mais l'authenticité. Comme un entraînement. L'authenticité. Oprah Winfrey, en fait, on l'aime pour la personne. D'accord ? À côté de ça, il y a de la technique. Parce que, attention, on sent bien que quand on va chercher Obama et que de l'autre côté, après, on est capable de parler à Jay-Z, pour moi, on est dans tous les mondes. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça ne pose... Enfin, voilà, c'est ça. Elle est jamais à la mauvaise place. Non, jamais. Elle est légitime dans tous les trucs. Imaginez quelqu'un qui pourrait faire ça en France, ça serait compliqué, hein. Ça serait plus dur. Il y a Hanouna, peut-être, aujourd'hui, qui est un peu... Est-ce qu'on peut dire... Hanouna est très bon, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est légitime partout ? Oprah Winfrey est légitime sur tous les domaines. Quand elle voit Barack Obama et qu'elle parle avec un président, on ne va pas contester. Demain, quand Cyril Hanouna fait une émission politique, il y a quand même une partie de la population qui va dire c'est pas à lui de faire ça. Et si j'écoutais avant de parler, et si on s'écoutait, si on apprenait à écouter les autres et qu'on les écoutait vraiment, qu'on appliquait, vous verrez, ça changerait la vie. Mon invité s'appelle Emmanuel Schilla. Alors Emmanuel, vous n'êtes devenu ni top modèle ni acteur. Vous êtes quand même champion de France de water-polo, ça c'est vrai ? Je vois que les recherches ont été faites sur ma carrière. J'ai une équipe, ce que je disais, c'est que j'ai une grande équipe derrière, comme celle de Oprah Winfrey, qui travaille, qui enquête. Oui, en effet. J'ai dans mon passé eu la chance de faire du water polo où j'ai pu être champion de France dans le Nord avec la ville de Grande-Synthe. C'était un très bon souvenir. Bon, vous revenez sur une idée reçue que alors les personnes qui font du développement personnel ont beaucoup utilisé, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Comment vous la comprenez, vous, cette phrase ? Qu'en soit, les gens qui sont... Alors après, c'est toujours mon interprétation, c'est que les 5 personnes qui sont autour de nous nous donnent, en fait, en termes de traits de caractère, d'idées, de richesse, de vision, de jugement, de croyance, le mix de ce que nous sommes, en fait. On sait à quel point en fait on est des êtres de relation et que les gens influent sur nous en fait. Et je pense que ces 5 personnes-là viennent nous donner des traits de caractère, viennent confirmer des choses, viennent transformer des aspects par rapport à des personnes qu'on va rencontrer et vont nous changer en fait pour une partie de notre vie. C'est vrai pour les couples aussi, hein, parce que quand on voit les couples vivre ensemble, on a l'impression qu'ils finissent par se ressembler. Alors c'est intéressant. Je ne sais pas. J'entends ce que tu me dis là-dessus. Ouais. J'écoute ça, mais je ne sais pas. Il y a des couples qui réussissent. Donc là, c'est de la communication qu'il est en train de te faire. Donc en fait, il n'est pas du tout d'accord avec moi. Je décode, mais il dit quand même qu'il a écouté ce que j'ai dit. Ouais. Non, j'ai écouté. Il applique. J'essaye. Tu vois, j'essaye. Hein. Mais le langage verbal, vous verrez la vidéo, dit complètement le contraire. Ça va marcher. Non, mais là-dessus, en fait, je pense que oui, tu as raison dans un certain point, dans le sens où il y a des personnes qui
à deux, en fait, comme elles se côtoient, elles créent une sorte de nous commun. Mais il y en a d'autres, en fait, qui se sont mis ensemble parce qu'elles avaient des singularités. Et en fait, c'est ces singularités qui font avancer l'une et l'autre. Elles les confirment dans le temps. Et donc, c'est ce qui fait normalement que le couple, après, peut être explosif ou avancer dans le temps. Ça va être différent. Pour moi, les deux sont bons. C'est-à-dire qu'il y en a un où ça se rejoint parce qu'on a des valeurs communes, où on a un idéal commun qui va faire que on se ressemble, et puis c'est très bien, et puis ça nous va bien. Et de l'autre côté, quelque chose qui est en opposition, où ça nous fait du bien. Enfin, moi, je sais que... Je te donne l'exemple, après, je sais pas si je suis comme tout le monde, mais ma copine, c'est l'opposé de moi. Et c'est depuis que je la connais. C'est intéressant, on peut en parler. Hein? C'est-à-dire qu'elle a des cheveux déjà. Ouais, des cheveux. Non, enfin... Oui, elle a des cheveux. Elle en a un petit peu plus que moi, voilà. Un tout petit peu, d'accord. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose, tu sais, en termes de capillaire, on n'a pas vraiment de grosses différences. Mais c'est vrai que là-dessus, tu vois, on est deux personnes différentes et ça change pas dans le temps. C'est ça. Et si jamais elle devenait comme moi, je me sentirais pas bien. Ou si je devenais comme elle, je pense qu'elle s'en irait aussi. À force de vouloir aller à l'essentiel, on en oublie l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans la communication? Le message clé. Le message clé ou l'autre, plutôt, je dirais. Il y a deux choses. Il y a, quand on écoute d'un point de vue global, les gens pensent souvent que quand ils parlent, ce qui est important, c'est de retenir l'idée principale. Alors que c'est pas ça. L'essentiel, c'est l'autre. C'est-à-dire prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de considérer l'autre, prendre le temps tout simplement de se dire que ce n'est pas nous le plus important, c'est l'autre. Alors, je sais que c'est bizarre quand je dis ça, parce que ça fait très gourou, c'est superbe, c'est beau. Mais concrètement, si on prenait le temps réellement de considérer l'autre quand on discute avec lui, ça changerait la donne. C'est pas pareil quand on se dit, tiens, je vais écouter quelqu'un et mon but, en fait, ça va pas être de penser à moi. Ça va être de penser à lui et penser à ce qu'il arrive, ses ressentis, ce qu'il est en train de me dire. Il y a l'idée qui revient dans votre livre, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Alors ça, c'est facile à dire, mais alors, à appliquer, c'est super compliqué. Ça veut dire quoi, se poser les bonnes questions par rapport à soi-même? Donnez-moi des exemples de questions, de bonnes questions. C'est la première, on en parlait tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est ce principe de quand je reçois une critique, si on revient sur monsieur et madame critique. Quand je reçois la critique, c'est de se dire, c'est pas tout de suite il m'a jugé, c'est pourquoi, je prends un exemple, en quoi cette critique a un impact sur moi. Pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi au moment où il me dit ça, quand il me dit, je sais pas, Manu, genre, ouais mais toi tu travailles pas, tu fais de la com. Pourquoi ça me fait réagir? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi en fait? Ça c'est un exemple que vous avez vécu, voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je fais de la com. Oh c'est cool ça, tu bosses pas beaucoup. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Pourquoi ça me touche? Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a une part de moi en fait qui est pas légitime et où j'ai l'impression en fait que mon métier c'est ça? Est-ce que j'ai été touché par rapport à ce qu'il m'a dit, ou est-ce que c'est le niveau, ça m'a touché dans mon ego? Est-ce que ma confiance en moi a été touchée? En fait, il faut que je me pose ces questions sur le ressenti que j'ai par rapport aux propos. Pourquoi? Parce que je ne peux pas répondre à partir du moment où je ne comprends pas, en fait, ce que je ressens, ce que je vis et ce que ça veut dire chez moi. C'est souvent ça le gros problème. On ne peut pas essayer de donner des réponses. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de techniques de communication. Ouais, il y a la rhétorique. Oh, là, en ce moment, c'est à la mode, ça marche super bien. Tout le monde a la bonne technique pour. Mais si on se comprend pas et si on se connaît pas, en soi, la suite, elle sert à rien. C'est comme l'écoute, en fait. On n'aura pas les exemples de bonnes questions, mais en tout cas, on a une réponse. J'ai posé la question à un spin doctor sur la place de Paris qui est influent. Il dit qu'il fait pas de la com, il dit qu'il vend de l'intelligence. C'est payé plus cher. Vendre de l'intelligence, c'est payé plus cher. Ouais, ça rend mieux dans la formule. C'est très marketing. Pourquoi est-ce que vous prenez les problèmes à l'envers? Est-ce que c'est plus facile à résoudre quand on les prend à l'envers que quand on les prend à l'endroit? Qu'est-ce qui dit que le problème est à l'envers? Mais est-ce que c'est une technique que vous avez, vous quand je le dis, et je le fais exprès, Philippe, là-dessus, c'est que en soi, c'est juste parce que c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant qui nous laisse penser que c'est pas le bon sens. Que ce n'est pas normal et que normalement, on doit répondre directement. Je prends pas à l'envers, je prends juste à l'endroit par rapport à la personne. C'est-à-dire que dans le sens, si je veux parler à quelqu'un, la base, c'est moi. Et si la base, c'est moi, ça veut dire qu'obligatoirement, je dois me connaître, je dois me comprendre, je dois me poser des questions sur la manière dont je perçois les choses pour qu'à partir de ces questions, je puisse aller de l'autre côté. On va terminer avec un dernier outil, c'est le recadrage bienveillant. Alors bon, bienveillant, on a compris. Pas facile. Mais alors, il y a peut-être des managers qui nous écoutent. C'est vrai qu'on a souvent des questions de personnes qui ont besoin dans leur équipe d'appliquer certaines choses. Comment est-ce qu'on recadre quelqu'un avec bienveillance? Mais encore une fois, je pense que
Là-dessus, on va s'arrêter très simplement sur ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que dans un premier temps, on va toujours essayer déjà de faire un cadre qui nous permet de bien écouter la personne. Je le répète, mais je le redis à chaque fois, je vois trop de problèmes en entreprise, des gens qui parlent à des gens entre des portes, qui leur parlent à leur bureau alors qu'il y a des téléphones où il y a des gens qui passent à côté. C'est-à-dire que le cadre, dans un premier temps, va être important. Deuxièmement, une fois que ça sera fait, dans la manière d'amener les choses, il y a tout simplement une proximité qu'on doit avoir avec la personne et on doit s'arrêter dans un premier temps sur des faits. Pour parler de manière bienveillante, je ne peux pas parler de ressenti, je dois parler sur des faits. Parce que des faits, c'est quelque chose qui est incontestable, quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Je ne vais pas mélanger ni jugement, ni attaque personnelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait des faits et que j'aurai prouvé ça, directement derrière, par contre, j'expliquerai mon ressenti sans dire tu. C'est tout bête, mais c'est important. Le tu, ça tue quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la stratégie du klaxon. Ouais, d'aller là-dessus. Tu. C'est facile. Et donc là-dessus, on va expliquer ce que nous on ressent et directement, en fait, on va essayer dans le recadrage de trouver une solution, mais pas la donner. Peut-être qu'on a la chance, en fait, si on est dans le collaboratif, de se dire, toi, t'as pris conscience de ce que je viens de te dire, donc comment on pourrait changer les choses. Quelqu'un qui, je prends un exemple, quelqu'un qui bosse pas ou qui ne rend jamais ses dossiers, qui arrive tout le temps en retard, on va lui expliquer en lui disant, c'est quoi la solution ? On n'a pas besoin de lui dire, il le sait. Mais si c'est lui qui le dit, il accepte ce qu'on est en train de raconter. Et derrière ça, il y a toujours ce principe de remerciement de la personne, d'avoir pris le temps de l'écouter, d'avoir bien compris et de laisser une porte ouverte. Si jamais, malheureusement, après notre discussion, ça l'amène encore à vouloir en savoir un peu plus ou à vouloir rebondir à ça. Maître Boily, qui réalise cette émission, qui avait traditionnellement arrivé très en retard, je ne sais pas ce qui se passe, il n'arrive plus en retard. Alors, je ne regrette pas cette époque, mais il y a eu quelque chose, il y a eu une transformation dans sa vie. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu... Ah oui, d'accord. Donc, il a été recadré avec bienveillance. Avec bienveillance. Oui, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et la preuve que ça fonctionne. Il y a des gens qui sont structurellement en retard. Ouais, c'est presque inné, c'est dans l'ADN. Tu peux rien faire. Leurs parents étaient en retard. Et en fait, ils ont habitué avec... Oui, mais après, si le recadrage est bien fait dans le fait, c'est... tu peux avoir dans ta vie un retard qui est normal pour toi, mais si après on te montre par A plus B dans un fait que ça gêne un environnement, ça gêne une organisation complète, et que ça n'est pas que toi qu'on est en train de juger, mais plutôt les impacts que tu vas avoir à côté, ça peut être intéressant. C'est un vrai problème de notre société. Essayez de faire chez vous le test, regardez comment se déroule une journée avec ceux que vous rencontrez, avec qui vous échangez. L'écoute, Emmanuel Chylla, vous en avez fait un livre. Et si j'écoutais avant de parler aux éditions Erol, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cet échange riche. Voilà, vous repartez à Dunkerque, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous reverrez cette émission sur YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.